Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes, l'émission de radio consacrée à l'actualité européenne. Nous allons aujourd'hui évoquer cette législation attendue depuis longtemps par bien des artistes et des journalistes. Une législation sur le droit d'auteur censée garantir un partage des considérables bénéfices des fameuses GAFA dont on va parler. Une législation qui vient d'être approuvée par le Parlement à une assez confortable majorité. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Marie Cavada. Vous êtes élu depuis 2004 ici dans ce Parlement européen et vous terminez votre troisième mandat. Vous êtes affilié au groupe ALDE. Vous avez notamment pris toute votre part à ce combat en faveur d'une révision des droits d'auteur, en tant notamment que vice-président de la commission aux affaires juridiques. Vous connaissez évidemment très bien le sujet, car faut-il le rappeler, vous avez été un homme, vous avez été journaliste, un homme de télévision, et vous avez également dirigé plusieurs antennes, France 5, RFO, Radio France. Donc nous serons ravis de vous entendre sur ce sujet et puis également d'entendre votre regard un petit peu sur votre parcours et puis sur ces défis auxquels fait face l'Union européenne, cette période tourmentée avec au premier chef des sujets qui animent l'UE, le Brexit bien sûr. Alors peut-on dire, Monsieur Cavada, que nous étions jusqu'à présent dans une sorte de domaine de non-droit sur la question des droits d'auteur, avec des plateformes de contenu qui s'autorisent tout ou presque en matière de diffusion de contenu, sans aucune contrepartie pour les créateurs? Alors, si nous sommes des Européens de France, c'est-à-dire français, on a en France une législation relativement protectrice de tout ce qui est la création, notamment la création artistique. Je veux dire au passage que cette création artistique, alors tout support, tout domaine de création confondu, donc du joueur de violon dans un café qui déclare ses droits à la SACEM jusqu'au créateur publicitaire, en passant par la danse, l'architecture, la photo, le journalisme, pas le journalisme, la musique et tout, l'audiovisuel évidemment. Eh bien en Europe, ça représente un marché, une force économique de 536 milliards d'euros chaque année. Vous voyez un peu. On comprend la violence des GAFA parce que Pac-Man, ils veulent accroître leurs bénéfices dans cette chose. Ça fait travailler 7 200 000 personnes. Donc, rien que du point de vue économique, naturellement, on a un intérêt très important à légiférer ce que nous avons fait. Mais nous, Français, nous étions très protégés pour toute la création artistique, puisqu'il y a des lois tout à fait incontournables sur le droit d'auteur, la nécessité de payer les auteurs à travers des sociétés de collecte. Enfin bref, c'est un pays qui est à peu près en ordre. Petit à petit, cette exception culturelle française, comme on les a appelés avec moquerie en son temps, ont gagné d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, quelques pays d'Europe centrale ou du Nord, ou les Roumains qui y ont songé. Enfin bref, l'idée s'est répandue, et c'est une très heureuse chose, que petit à petit, les contenus artistiques, d'une part, et j'y ai ajouté ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire les contenus journalistiques, devaient faire l'objet d'une protection par une loi européenne, et non pas seulement dans un pays, de façon à obliger les GAFA à partager les revenus qu'ils tirent du fait d'agréger sur leur plateforme ces contenus dont ils ne sont pas les auteurs, qu'ils s'apprivoisent, parfois ils les volent, parfois ils les payent à un vil prix. Donc il faut mettre de l'ordre dans ce commerce. Alors ces plateformes, elles les volent, vous dites, ces contenus. Elles vont se défendre en disant qu'elles sont simplement des intermédiaires. Hein. Oui, alors ça c'est vraiment le cache-sexe. Hein, c'est vraiment le masque du loup qui se cache avec le bonnet du chaperon rouge. Ils ne sont pas intermédiaires neutres, puisqu'eux-mêmes, ils font le travail d'un rédacteur en chef en agrégeant, c'est-à-dire en classant, c'est-à-dire en définissant la taille de tel ou tel article, de tel ou tel extrait, etc. Et comme une mise en page que fait un rédacteur en chef, ils font une mise en page de la proposition sur leur réseau. Ils agrègent. Et puis, de toute façon, c'est une fiction de penser qu'un média aussi puissant que sont les médias numériques, c'est une fiction de penser qu'ils ne sont que des tuyaux d'eau chaude, hein, naturellement, et même les débiteurs de tuyaux d'eau chaude sont responsables de la santé du consommateur de l'eau. Et bien là, je pense que nous devons, dans la prochaine étape, nous devons faire en sorte qu'ils soient obligés d'épouser le statut d'éditeur avec les responsabilités financières, morales et juridiques que comporte un éditeur de presse ou un éditeur artistique. Est-ce qu'on doit tous les mettre dans le même sac, ces fameux GAFA, où il y a des bons et des mauvais élèves? Alors, je ne vais pas distinguer les grandes industries californiennes entre elles, mais peu ou prou, aucune ne paye à sa vraie valeur les contenus qu'elle s'approprie. Souvent même, elles les volent, c'est-à-dire elles les prennent sans autorisation, les agrègent et s'en servent. Et elles font de l'argent avec ça.
Et c'est normal, puisque c'est un commerce. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle ne paye pas en amont l'achat des contenus qu'ils ne produisent pas. Donc il y a des fournisseurs, il faut payer les fournisseurs, hein, les créateurs et les journalistes. Et puis en aval, qu'ils ne payent pas les impôts générés par leur fortune, par leurs profits. Les profits sont normaux, et Dieu sait que je ne suis pas contre ça. Mais ce qui n'est pas normal, c'est le vol en amont, ou en tout cas le vil prix, et puis la fraude fiscale en aval. Et c'est à cela que petit à petit nous voulons mettre de l'ordre. Pour l'instant, c'est la première partie qui est couverte par la directive droit d'auteur copyright. Et elle n'est pas très méchante, cette directive, parce qu'elle ne s'adresse qu'aux grandes compagnies qui agrègent des contenus dans un acte de communication publique, premièrement, et deuxièmement, je dirais, de manière active. Donc, en gros, qui font un commerce de contenu qu'ils ont agrégé. Voilà. Hein. Là, par exemple, il est dit noir sur blanc que Wikipédia n'est pas concerné par ce texte. Cependant, Wikipédia a fait campagne contre le texte. Et quand on est allé voir, avant le 5 juillet, premier passage du texte devant l'Assemblée plénière européenne, que nous avons perdu d'ailleurs, quand on est allé voir pour qui était derrière l'onglet que Wikipédia mettait à notre disposition, on trouvait la Fondation Mozilla payée par Google. Par conséquent, on voit bien qu'il y a eu là une sorte de rébellion professionnelle des grands industriels numériques de Californie. Je veux quand même rappeler, pour donner un seul exemple, que je ne vais pas pleurer. Si je prends Google, l'an dernier, son chiffre d'affaires était de 253 milliards de dollars. Et son profit, son bénéfice, 10%, 25,2 milliards de dollars. Donc, ils ont de quoi partager leurs revenus. Alors vous dites que ce texte n'est pas très, cette directive n'est pas très méchante. Quels sont les éléments les plus emblématiques? C'est un texte assez complexe, on ne peut pas revenir, il y a énormément de choses qui sont décidées. Vous avez raison. En gros, ce texte balaye deux types d'activités essentielles. La création artistique produisant les 536 milliards dont j'ai parlé, ça c'est l'article 13, et puis la production journalistique, d'autre part, c'est l'article 11. La production artistique, les choses sont claires. Tout ce qui est produit, tout créateur mérite rémunération, sauf s'il décide lui-même que sa production est libre, parce qu'il a envie de se faire connaître, qu'il a envie de partager gratuitement ce qu'il a fait, parce qu'il a envie qu'on le connaisse. Enfin bref, il est propriétaire moral du droit. S'il le libère, eh ben, c'est bien, il a raison. Personne ne va venir lui demander la moindre contrainte. Hein, d'accord? Et dans cet article 13, j'aurais souhaité, moi, que les GAFA soient obligés de vérifier avant d'exploiter un contenu s'il était libre de droit ou pas. Eh bien, ça n'est pas passé le 5 juillet, donc nous avons encore un peu adouci cette affaire. J'ai fait des concessions. Et quand c'est revenu en plénière le 12 septembre, nous avons changé notre fusil d'épaule et dit que ce sont les auteurs qui doivent dire si leurs contenus sont libres ou ne le sont pas. Ça, c'est pour la création artistique. Et puis, il y a un problème démocratique extrêmement grave, plus grave encore que la création artistique, même si la création artistique participe de la vitalité de la démocratie. Hein, la littérature, les essais, le théâtre, la musique, mais surtout je dirais, tout ce qui est sur scène, tout ce qui se publie, nourrit notre pensée démocratique. Mais il y a plus grave, il y a que si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'entreprise de presse en France. Entre le mois de janvier 2018 et le 30 août, donc seulement sur 8 mois, le print, le papier, le journalisme papier, a perdu 7% du marché publicitaire qui a été dirigé vers le digital. 5 ans comme ça, et la moitié des entreprises de presse sont mortes et l'autre moitié attendra les 5 années suivantes. On ne peut pas laisser faire ça, et c'est pourquoi il faut que les entreprises de presse, d'une part, et les entreprises de création artistique, les auteurs, d'autre part, ou leurs représentants, est un socle juridique qui s'applique à l'ensemble des pays européens pour pouvoir défendre leurs droits, éventuellement devant le tribunal, si les GAFA ne leur partagent pas leurs revenus à leur égard. Alors justement, ça avait été tenté à l'échelle de l'Espagne, hein, et ça avait été assez compliqué à mettre en place. Est-ce qu'à l'échelle de l'Europe, ça va être plus facile? Est-ce qu'il y a une agence européenne qui va se charger justement L'histoire, cher ami, l'histoire de l'Espagne est une histoire qui m'a beaucoup instruite. Il s'agissait du journal El País, qui n'était pas content des maigres revenus que lui servait Google et qui a entamé une sorte de bras de fer pour être mieux rémunéré, parce qu'il leur avait donné vraiment la monnaie qu'on donne aux pauvres à la sortie de la messe. Eh bien, Google les a menacés et a exécuté sa menace. Il leur a dit, ben, c'est comme ça, on va vous déréférencer. N'existez plus.
El País a failli plonger. Donc ils sont revenus discuter avec Google, mais naturellement, ils n'ont pas gagné beaucoup plus d'argent. Et c'est pour éviter des situations, je dirais, de négrier, d'exploitation, au sens détestable du terme, que nous nous sommes battus pour qu'il y ait une loi européenne qui protège. Donc leurs avocats maintenant peuvent dire le droit européen nous autorise à vous demander de négocier à notre prix, nous les vendeurs, ce que nous allons vous vendre. Donc ce qui est arrivé en Espagne à El País, c'était avant, évidemment, c'était il y a 5-6 ans. Alors c'est tout ce que vous décrivez, vous me le disiez avant l'émission, c'est ce que vous qualifiez d'un impérialisme numérique qui est en train de se développer et qui vous inquiète extrêmement. Et c'est pas que les GAFA de Californie, c'est ce qui vous inquiète, c'est aussi ce qui peut venir de Chine et d'Inde. Pour l'instant, je dirais qu'on en est aux appetizers, si je puis dire, enfin aux entrées, parce que la Chine, quand elle va se mettre à pratiquer avec 1, 2, 3 compagnies, 4 compagnies à la dimension chinoise de l'économie totalement dirigiste chinoise, et dirigée, avec tout ce que ça comporte comme stratégie. Je suis persuadé que ça va être autre chose. Ça ne va pas être 250 milliards de chiffre d'affaires. Ça va être peut-être 10 fois plus. Ce sont d'énormes mammouths. Et puis, après la Chine, il va y avoir l'Inde. Peut-être un jour le Brésil, peut-être un jour l'Afrique. Nous devons faire respecter quelque chose qui participe de notre identité, de nos libertés à nous, Européens. La question de nos libertés existe dans le rapport entre le numérique et nous, les citoyens, ou nous, les groupes de citoyens. C'est pourquoi je pense que dans une étape ultérieure, j'y travaillerai d'ailleurs, puisque c'est mon 3e et dernier mandat. Je l'avais promis publiquement, donc j'ai décidé de ne pas me représenter. Mais nous allons travailler avec un certain nombre de voix infiniment respectables et de haute valeur, à faire prendre conscience dans notre pays, puis en Europe, que nous devons tracer juridiquement une frontière entre l'envahissement des industries numériques dans notre vie et le respect de nos libertés individuelles, voire les données privées, ou collectives. Je m'explique. Aujourd'hui, le numérique est déjà en train de prendre la distribution alimentaire. Donc, en gros, les supermarchés. Ils ont acheté, d'ailleurs, Google a acheté, je crois que c'est Google, le numéro 2 de la distribution alimentaire américaine, qui s'appelle Whole Food. Le premier, c'est Walmart, le deuxième, c'est Whole Food. Pourquoi? C'est pas pour la qualité des caissières. C'est parce qu'ils veulent mettre la main sur la distribution. Comme ils ont agrégé des données personnelles immenses, ils vous connaissent en tant que consommateur. Ils ont pris ces données. Ils vont faire un commerce autrement agressif. Deuxièmement, s'ils distribuent de l'alimentation, ils ne vont pas s'en contenter. Ils vont se retourner vers les fournisseurs, les fabricants d'alimentation ou les agriculteurs. Et s'ils mettent le pied dans la chaîne de production alimentaire, naturellement, ils vont acheter des terres. Et puis, si pour nourrir 9 milliards de personnes, ce qu'on nous prévoit sur la Terre, la planète, au lieu de 7 actuellement, il faut faire de la production ultra-intensive avec des OGM et toutes sortes de manipulations. Est-on sûr qu'ils vont se gêner? Non, naturellement, moi je ne le suis pas, et d'ailleurs je suspecte plutôt le contraire. Ça, c'est pour l'alimentation. Mais je pourrais vous dire la même chose sur les mobilités. Les voitures, les trains, un jour les avions, les moyens de mobilité individuels, ils vont mettre la main dessus. Et puis un jour, vous avez eu 3 accidents, dont 2 ne sont pas de votre faute, mais compromis dedans. Vous voudrez prendre une assurance, on vous dira, cher monsieur, écoutez, vous êtes trop cher. Ou alors, vous allez payer beaucoup, beaucoup plus cher. Et tout cet argent va faire quoi? Il va remonter dans le haut de bilan. Il va enrichir les capitalistes qui sont derrière. Je pourrais vous dire la même chose sur la santé. Ils s'intéressent beaucoup au domaine de la santé. Certains ont acheté des instituts de recherche génétique. Achetés. Et avec la mise en digital du carnet de santé de chacun des individus en France et un peu partout en Europe et d'ailleurs dans le monde, ça commence, ce qu'on appelle le dossier médical partagé. On nous dit qu'il sera secret, je n'en crois pas un mot évidemment. Je n'en crois pas un mot. Celui qui a les structures d'agrégation est capable de tirer les données. Naturellement, s'il se fait pincer, ça va faire mal. Mais en attendant, il les tirera. Autrement dit, là aussi, vous voyez, vous aurez eu un cancer de l'oreille à l'âge de 6 ans, à 50 ans, vous voudrez prendre une assurance vie, vous allez la payer très cher ou on vous la refusera, etc. Il est nécessaire de tracer une frontière de respect de nos libertés. Et je dis aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, la chose est simple. Voulons-nous que le digital soit le rédacteur en chef de nos consciences individuelles ou collectives, ou bien voulons-nous diriger le digital? Voulons-nous être dirigés par le digital ou voulons-nous le diriger? Et là, nous aurons à choisir.
La science-fiction est déjà là, d'une certaine façon. D'une certaine manière, des embryons de ces malheurs que je crains existent déjà. Donc c'est ça qui m'a ouvert la voie et la route à la réflexion, oui, bien sûr. Alors vous dites, derrière ce texte dont on parle aujourd'hui, il y a la défense du pluralisme, de la démocratie. Il y a des politiques qui sont opposés à ce texte, hein, évidemment. Il y a les GAFA et il y a d'autres groupes politiques qui sont offusqués du fait que ce texte, justement, pouvait constituer une menace pour la liberté de l'Internet aussi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, parce que j'ai quelque chose de sévère à dire, que je suis dans ma vie, d'ailleurs ils en ont eu la preuve pendant très longtemps et je n'ai pas beaucoup changé, franchement, que je suis aussi peu partisan que possible. Mais j'ai été très frappé par un contraste. Une partie des socialistes européens, et même parfois quelques Français, mais pas beaucoup, et une partie des Verts européens, dont beaucoup de Verts français, sont des défenseurs de la culture. C'est en tout cas ce qu'ils se disent être. Eh bien, ils ont trouvé moyen de voter contre ce texte, c'est-à-dire de ne pas défendre les auteurs, de ne pas défendre la presse, au motif qu'ils craignaient, disait-il, peut-être de bonne foi d'ailleurs, une censure ou une agression contre la liberté. Mais ça, c'était la propagande des GAFA. Ils parlaient de liberté, mais ils pensaient portefeuille, partage des profits. Car il n'y a pas un mot dans la directive copyright qui instaure le moindre filtrage, il n'y a pas de filtrage, ni la moindre censure de contenu, il n'y a pas du tout de censure, et encore eux, j'aurais d'ailleurs jamais prêté ma main à la défense de quoi que ce soit s'il y avait une censure. Sauf peut-être à la défense de ce qui est interdit par la loi, c'est-à-dire la pédopornographie, c'est-à-dire le négationnisme, c'est-à-dire la propagande djihadiste ou terroriste d'autre manière. Là, oui, censure, bien sûr. Ce qui veut dire au passage que les réseaux doivent engager les gens pour nettoyer, me semble-t-il, dans la journée, et même, j'espère, dans les 12 heures, les fausses nouvelles dangereuses qui circulent et qui, normalement, devraient tomber sous le coup de la loi si ces GAFA étaient des éditeurs de presse, ce qui ne sont pas, comme vous savez, puisqu'ils revendiquent, vous l'avez dit, leur neutralité. Et donc, ces gens se sont laissés embrigader là-dedans. Pourquoi? Parce que parmi l'électorat, la campagne de mensonges, de propagande, de fausses nouvelles et d'ailleurs de menaces aussi que nous avons reçues, on a noyé nos ordinateurs sous des milliers de mails en une nuit. Certains ont brûlé d'ailleurs. Certains d'entre nous ont été plus ou moins menacés. Monsieur, on connaît toute votre vie, étant venu me dire. On nous a envoyé des enfants, des jeunes gens pour dire qu'il ne fallait pas voter copyright. Ces jeunes gens-là, ils allaient en congrès et une organisation qui s'appelle, je crois, EDRI, les a invités. Et ils sont venus nous dire, vous voyez, ils ont été payés pour venir essayer de nous intoxiquer. Et puis, par exemple, YouTube, c'est introduit jusque dans la phase interinstitutionnelle de la discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lobbies ont le droit, sous réserve d'un certain nombre de pratiques, de venir jusqu'au vote en plénière, mais après, normalement, ils ne devraient plus pouvoir venir. Sauf que le Parlement n'a pas de règles qui interdisent strictement la présence des lobbies dans la phase interinstitutionnelle. C'est-à-dire quand nous négocions l'équivalent des décrets d'application entre le Parlement, la Commission et la Commission européenne et le Conseil. C'est un peu comme si, je ne sais pas qui, moi, M. Bernard Arnault, en France, venait siéger au Conseil des ministres quand il est question d'une taxe sur les produits de luxe. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient là? La directrice générale de YouTube était fin octobre 2018, alors qu'on était dans la phase interinstitutionnelle, au restaurant du Parlement, en train d'inviter des députés, à sa table, pour leur dire qu'il ne fallait surtout pas pénaliser les GAFA, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a un désordre énorme. J'ai d'ailleurs fait un incident de séance là-dessus, parce que je n'accepte pas. Et puis ce sont nos libertés qui sont en cause. On ne le voit pas là. Hein. Ils ont essayé d'intoxiquer les jeunes gens en parlant de liberté et de censure. Ils parlaient portefeuille, uniquement partage des revenus. Alors on parle de sujets éminemment technologiques, la technologie évolue très vite. Comment créer une législation justement qui va résister à cette épreuve de ces évolutions permanentes? D'abord, je crois qu'il va falloir évaluer son application quand elle sera appliquée. D'ailleurs, par parenthèse, il y a des dangers pour l'application. Un règlement général, quand l'Union européenne et le Parlement prennent un règlement général, comme ça a été le cas pour la protection des données individuelles, ça s'applique automatiquement sans transposition dans quoi que ce soit, dans le droit d'aucun des pays. Ça s'applique. Quand c'est une directive, il y a une phase de transposition dans le droit de chacun des pays. Il faudra faire attention dans la transposition dans les différents pays européens, qu'on ne freine pas, qu'on n'amenuise pas encore la portée de ce texte, vous voyez. Donc, c'est un combat.
Et moi, j'appelle mes collègues députés français à être vigilants sur cette affaire. Il y va des libertés. Il n'y va pas de la démagogie de faire plaisir aux jeunes gens qui ont été intoxiqués par les GAFA. Vous devez protéger, chers amis, leur liberté, même et y compris s'il le faut, malgré eux. Vous le qualifieriez d'historique, ce texte? Ah, certainement, oui, puisque d'abord, comme pour le règlement de la protection des données personnelles, il y a maintenant un peu plus d'un an, il y a un an et demi, c'est un pas énorme qui a été franchi. D'ailleurs, c'est si vrai que le Congrès américain est venu voir comment étaient faites nos lois, quelle était leur portée, etc., parce qu'ils sont sérieusement à prendre vis-à-vis de la population américaine et surtout des industries américaines, les mêmes dispositions de protection des données personnelles. Sur le droit d'auteur, ils n'en sont pas là. Bien, merci Monsieur Cavada. Je ne peux pas vous quitter sans vous poser évidemment quelques questions sur le sujet du moment. Je sais qu'on sature un peu du Brexit ici au Parlement européen. Est-ce que vous qui êtes là quand même depuis 15 ans, vous l'aviez anticipé ce chaos? Et est-ce que cette difficulté qu'a le Royaume-Uni à sortir de l'Europe est finalement peut-être le symptôme qu'il est impossible de sortir de l'UE telle qu'elle est? Alors ça, non, il n'est pas impossible, mais j'en dis deux mots. D'abord, je ne l'aurais pas imaginé. Et quand la campagne a commencé, là j'ai commencé à avoir des doutes. Personnellement, je suis désolé de dire ça, je pense que c'est plus sain que les Britanniques s'en aillent, puisqu'ils ont toujours empêché la construction politique de l'Europe. Ça ne nous empêchera pas d'avoir des accords de bons partenaires sur la question de la défense, et j'espère que les Britanniques seront assez sages, mais il est tard maintenant, pour accepter l'accord qui prévoit quand même des conditions commerciales privilégiées pour les Britanniques quand ils seront en dehors de l'Union, pour leur accès au marché unique et à l'union douanière, à condition qu'ils mettent de l'ordre dans leur bazar, parce que je suis stupéfait, je tombe de l'armoire. La Grande-Bretagne, qui pour moi a toujours été la mère des parlements, le pays démocratique par excellence, qui pratique une constitution que personne n'a jamais écrite, dans une monarchie parlementaire en plus. Eh bien non, c'est un désordre terrible, une fracture des partis politiques dont il ne peut rien ressortir de bon. Le premier malheur, c'est que les classes moyennes inférieures britanniques et les pauvres ont déjà perdu pratiquement 10% de leur pouvoir d'achat. Et ça, c'est terrible. Et ça, grâce à deux menteurs en chef, M. Farage, qui continue à parader ici au Parlement européen, et d'ailleurs pas gêné, continue à toucher ses 6 000 € de député. Ça n'empêche pas de dormir, lui, visiblement, ces choses-là. Et M. Johnson, qui, lui, reste prudemment en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, le peuple britannique va devoir affronter des difficultés très importantes, payer beaucoup plus cher toutes ces importations. Et qui payera les importations? Les consommateurs, évidemment. Et à cause de gens qui ont menti, je rappelle, je n'insulte pas, je suis un ancien journaliste, ils ont menti. Ils ont dit que l'argent de la contribution annuelle de la Grande-Bretagne, si il sortait de l'Europe, irait au système de santé. Et dès le lendemain du suffrage, sans vergogne, pas gêné du tout, M. Farage a dit à la télévision: « Ah oui, je vous avais dit ça, c'est vrai, mais c'est pas vrai. » Non, j'ai dit ça, mais ça ne s'appliquera pas. Pas gêné, il est toujours là. Vous voyez, il faut faire très attention. Franchement, il faut éclairer le peuple. C'est trop dangereux tout ça. Et ça va se terminer pour l'instant pas bien. Pas bien. Parce que Mme May n'arrive pas à diriger sa majorité dans le Parlement, qui est devenu un champ de foire tel que même Néron ne l'aurait même pas imaginé. Alors pour le Royaume-Uni, vous l'avez dit, il ne peut rien ressortir de bon de cette histoire. Est-ce que pour l'Union européenne, il peut y avoir quand même des éléments positifs? Est-ce que l'Union européenne, déjà, ça peut... Nous souffrirons un peu de ce départ, notamment nous les Français, les Belges et les Néerlandais aussi, peut-être d'autres d'ailleurs, mais on va tous souffrir un peu, les Britanniques beaucoup, et puis on s'en remettra, parce que ça, on va redynamiser notre action. Et ceci prouve une chose, c'est que l'Europe maintenant, dans le grand chambardement de la mondialisation dominé par les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, doit s'organiser en continent pour les questions essentielles, les questions régaliennes. Qu'est-ce que c'est qu'une question régalienne? C'est un projet politique, par exemple la défense, par exemple la transition énergétique, par exemple l'unification de la fiscalité. C'est un projet politique qu'un pays tout seul n'a pas le pouvoir de faire. Alors il faut faire appel, pas aux 28, on ne sera jamais d'accord, mais à quelques pays qui veulent contribuer à un projet politique et qui le peuvent, qui ont consulté leur population. Alors, un élan redémarrera. Est-ce que vous faites partie des gens comme Jean Arthuis qui demandent à ce qu'on passe vraiment à un budget beaucoup plus considérable pour l'Union européenne? C'est une évidence que le budget européen, c'est le budget
c'est le budget d'une compétition automobile de Formule 1 avec un moteur de 2 chevaux. C'est une évidence, bien sûr, il a raison, Jean. Et puis encore autre chose, il faut des ressources propres, il faut conduire la politique économique et la politique financière de l'Union européenne, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone euro en tout cas. Et alors, dernière question, quel serait votre message, si vous en aviez un ou plusieurs, que vous souhaiteriez adresser aux eurodéputés qui vont vous suivre? Aux eurodéputés, je ne sais pas trop. Je vais dire des choses un peu superficielles, vous m'en excuserez, mais vous faites bien de venir ici, vous allez apprendre la modestie. Vous faites bien de venir ici, vous allez apprendre que les problèmes que la France a, d'autres les ont eus et certains les ont résolus. Inspirons-nous-en. Vous faites bien de venir ici parce que vous allez devenir des moines soldats et j'espère même des curés, des pasteurs, des imams ou ce que vous voulez pour aller propager la pédagogie de ce qui se passe en Europe auprès de vos électeurs. Vous leur devez ça. Et troisièmement, quatrièmement, vous faites bien de venir ici parce que j'espère pouvoir compter sur vous pour provoquer en France, chez nous, un élan de participation aux élections que nous n'avons plus connu depuis très longtemps, puisque même pas un électeur sur 2 se dérange, alors qu'il obéit à 60% des lois qui viennent d'ici, Bruxelles ou Strasbourg. Citoyens français, faites votre métier, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et l'Europe, ça vous regarde vraiment, c'est ça que j'ai à vous dire. J'espère que votre appel sera entendu. Merci très chaleureusement, Monsieur Cavada, d'être venu partager avec nous votre lecture des événements. Et merci pour votre travail dans le réseau d'Euradio. Qu'on va essayer de continuer à une échelle plus vaste. Alors vous pourrez réécouter cette émission sur le site d'Euradio, euradio.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci.